Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Yerem et je suis accompagné aujourd'hui de l'ami Chris. Salut Chris. Salut Yerem, salut Papa le Catch-up, ça va bien, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. C'est parti pour une C'est review pas de folie. une belle review qui commence avec Bayley. Bayley qui doit s'expliquer après ses agissements à Monday Night Raw où elle a passé à tabac Becky Lynch à coup de chaise. Elle nous explique. Alors, elle a quand même une petite pop, hein, mais après, elle se fait huer. Les réactions sont un peu mitigées. Les gens aiment ce heel turn, mais bon, c'est pas bien de faire ce qu'elle a fait. Mais donc, elle admet que les réactions qu'elle a eues l'ont un peu laissé circonspect, quoi. Elle a pas trop bien compris pourquoi les gens l'ont hué ou applaudi. Enfin, c'était un petit peu étrange. Les gens aurait dû comprendre qu'effectivement, Sasha Banks, c'est l'ami de toujours de Bayley. Elles ont toujours été meilleures amies. Il n'y avait aucune raison que ça change, après tout. Elles ont toujours été ensemble pour le meilleur et pour le pire. Donc, elle n'allait pas se retourner face à sa meilleure amie qui la suit depuis si longtemps. Et que elle ne compte pas abandonner. Hein. C'est pas parce que les gens ont l'air un petit peu surpris par cette nouvelle Bayley qu'elle va abandonner son statut de rôle modèle. On sait qu'aux États-Unis, on aime bien cette expression d'être un rôle modèle pour toute une génération. Là, un rôle modèle pour tous les enfants. Elle va continuer à agir comme elle a décidé qu'elle allait agir. Et puis, on va devoir composer avec ça. Elle veut montrer aux enfants à quel point c'est important d'être loyal envers ses amis. C'est vrai que c'est important. Et pour prouver ça, elle va décider, elle va s'attaquer à la personne la plus, comment la plus selfish. Ouais, j'ai oublié le nom en français. Oh mince, enfin peu importe. La plus selfish des États-Unis, des États-Unis, de SmackDown, Charlotte Flair, à Clash of Champions. Charlotte Flair attaque, Charlotte Flair arrive, pardon. C'est Bayley qui est la plus selfish, c'est pas Bayley justement qui est la plus selfish, c'est bien elle. C'est la queen, c'est la reine, et elles sont interrompues assez rapidement par Banks qui débarque, et les deux filles passent à tabac la reine Charlotte. Mon bon Chris, qu'est-ce que tu penses de ce heel turn de Bayley? Premier passage du côté de la force obscure pour Bayley. Est-ce que tu as été convaincu par ce retournement de situation? Ouais, relativement convaincu. La gamine Kaline qui devient un peu méchante, c'est pas mal. Alors moi, en fait, tout de suite, ce qui m'a marqué dans ce début de SmackDown, c'est que visiblement, on avait un public, c'était à Norfolk, en Virginie, et on avait un public vraiment chaud, quoi, cette semaine à SmackDown. Et donc ça, du coup, c'était sympa parce que ça a lancé, ça a mis, parce que moi, au micro, je peux pas dire que je suis super ébloui, quoi. Et mais du coup, comme le public était vraiment demandeur et avait vraiment envie de s'envoyer là durant ce SmackDown, du coup, ça a donné un opener assez sympa, j'ai trouvé. Et alors après, j'en ai parlé déjà la semaine dernière à SmackDown, mais moi, je suis choqué par Charlotte en ce moment, quoi. Parce que Charlotte, alors j'en ai parlé avec un membre de ma famille qui est en école de médecine, et je lui ai dit mais c'est pas possible, il se passe quelque chose avec cette. Et elle est botoxée, mais c'est incroyable, quoi. Mais quel gâchis, quoi. Elle sait faire monter les pommettes, remonter l'arrêt des fesses. Enfin, c'est la totale pour Charlotte, là. Mais qu'est-ce que c'est pas possible? Moi, j'y crois même pas une seconde. Et donc, du coup, tout ce truc-là, en fait, je t'avouerais que c'était presque anticipé. C'est-à-dire que j'attendais l'arrivée de Sacha au final. Et puis évidemment, vu ce qui s'était passé à Raw, on se doutait bien que Charlotte, elle allait prendre cher. Alors moi, du coup, je me pose des questions existentielles. Est-ce qu'on va assister à un face turn de Charlotte? Est-ce que véritablement Bayley va passer définitivement du côté obscur de la force? Il y a pas mal de choses là qui sont ancrées dans ce début de rivalité.
Ce que je trouve une bonne nouvelle, c'est que je pense que ça va nous amener des matchs de bonne qualité. Ouais, bah, écoute, je suis effectivement, je sais pas pour Charlotte. Clairement, dans son discours, elle n'a pas montré des signes de face turn. Elle dit bah oui, je suis la reine, et, je suis égocentrique, donc grosso modo, je vais t'apprendre. Moi, je suis effectivement enfin, je suis pas forcément convaincu qu'un face turn pour Charlotte soit indispensable. Même si c'est un exercice toujours compliqué d'avoir deux heals qui s'affrontent, surtout Charlotte qui est, qui est une heal excellente. Mais Charlotte, dans son personnage, peut tout à fait tenir un rôle un peu twinner le temps de cette rivalité-là. Tu vois, les gens, elle est toujours quand même, elle a toujours du succès de toute façon, donc Après, il peut. je sais pas si tu remarques, mais Ouais, ils sont en train de petit à petit, là, ça fait 2-3 semaines, là, ils sont en train de réunir petit à petit les four horsewomen. C'est-à-dire que là, ouais. on a les 4 four horsewomen qui vont être impliqués dans une rivalité. Moi, je me pose des questions sur le fait que ça va peut-être regrouper ces 4-là et qu'ils sont peut-être dans l'attente d'une montée de Shayna Baszler, de Jasmine Duke, enfin bref, toutes les nanas qui viennent du MMA là, avec peut-être un retour de Ronda. Donc moi, je vois ça plutôt avec un bon œil. Je me dis que dans un premier temps, on va avoir peut-être effectivement une rivalité. Ah, de la musique qui se déclenche. Ouais, mais on nous appelle au studio sûrement un fan qui veut savoir, Eh oui. qui n'est pas content avec toi. Ah oui, bah c'est génial. Vas-y, fais-le parler. Qu'il parle ou qu'il Non, se... Ouais. j'ai renvoyé un message en disant je suis en réunion. Énorme. Donc voilà, donc moi du coup je vois ça d'un très bon œil là, ce regroupement des 4 Horsewomen, même si pour l'instant dans un premier temps c'est une rivalité et des combats entre elles. Mais moi j'attends la suite avec impatience. Moi ça m'intéresse beaucoup ce programme. Ouais, moi aussi. Alors, je me projette pas aussi loin que toi dans cette histoire de Four Horsewoman versus, enfin, MMA versus WWE, même si, enfin, s'ils peuvent le faire, ils le feront, et ce sera avec plaisir que je suivrai ce grand rendez-vous. Pour l'instant, effectivement, le point principal, c'est qu'on a enfin les 4 filles, les 4 Horsewomen de la WWE qui sont au top niveau, en fait, dans les deux Oui, shows. Et c'est c'est quand même les 4 vraiment. mais Ah ouais, c'est ouais. les 4 nanas qui tiennent la On a, rampe depuis on des années. attendait que ça. Ils ont tellement galéré, ils ont pataugé quand même pour arriver à ce moment-là quand même. Finalement, il y avait que Charlotte qui avait vraiment réussi à tirer son épingle du jeu. Les trois ont toujours été en retrait, mais là avec Becky Lynch qui a pris la seconde place et Banks et Bayley qui font des retours un petit peu coup pour coup. D'ailleurs, je trouve presque dommage. Ça, c'est un des défauts. Je trouve que le heel turn de Bayley arrive un poil trop tôt, je trouve, à mon goût, puisqu'on est d'assister à celui de Sasha Banks. J'aurais aimé que ça soit dans un second temps, que Bayley ne tourne pas forcément tout de suite. Je trouve que les deux heel turns sont un peu proches. Il était tellement attendu celui de Bayley, mais bon, il est plutôt bien amené quand même, puisque oui, voilà, lié à Sasha Banks. Et c'est pas anodin parce que toi, je sais pas ce que tu en pensé, mais ce que tu en penses, mais moi dans ma tête, Bayley avait vraiment ce potentiel un petit peu à la John Cena d'être ce babyface du début à la fin, quoi, de faire une carrière de top babyface sans jamais il tourner quasiment, toi, ce qui de nos jours à la WWE est un exploit de garder le même alignement jusqu'au bout. Oui, c'est clair Mais que c'est ouais, elle a tellement c'est souffert, elle a tellement pas réussi vraiment à faire sa place en tant que babyface que effectivement, on il peut dire restait plus que ça quasiment. elle pataugeait quand même Bayley hein, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'était quand même pas évident. Elle a beau être une face établie, c'était compliqué quand même. Moi, je trouve que c'est bien hein, qu'il y ait une progression dans son personnage. Ce heel turn, il durera peut-être pas des mois et des années, quoi. Tu vois, c'est peut-être un passage un peu obligé, moi, je pense, hein, parce que moi, je pense vraiment que le personnage de Bayley, il faisait du surplace. Donc moi, je trouve que pour elle, c'est pour sa Mm. progression de carrière, je trouve que c'est pas si mal que ça. J'ai lu un peu partout là que c'est beaucoup critiqué et tout ça. Bah moi, Ouais. pour le coup, je suis prêt à voir ça et comme je la trouve beaucoup plus faible au micro que Sacha, je pense que c'est une bonne opportunité pour elle d'avoir Sacha qui va tenir quand même pas mal le micro et qui elle sait complètement tenir ce rôle de heel. Donc moi je dis c'est à voir, il faut laisser du temps et c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça.
Ouais, bah, rien que là, j'ai trouvé que dans sa promo, elle était meilleure que d'habitude, ce qui est pas difficile parce que, comme tu l'as dit, Bailey et les promos, t'as l'impression qu'elle va se mettre à pleurer toutes les minutes. Là, j'ai trouvé Ouais, qu'elle était un peu plus à l'aise, un peu plus sûre d'elle. Enfin, en tout cas, elle a mieux tenu son rang. Et c'est vrai qu'avec Sasha Banks, pourtant les deux n'ont pas forcément brillé dans leurs promos depuis qu'elles sont arrivées dans le main roster, mais elles peuvent s'émuler toutes les deux et c'est plutôt cool. Allez, je rajouterai juste une petite frustration. J'aurais beaucoup aimé, mais peut-être que ça arrivera plus tard, que lors de son entrée, Bailey, les bonhommes, les ballons là qui s'élèvent, soient tous noirs avec des têtes tristes plutôt que les ballons colorés ou pour alors elle marquer. arrive avec un couteau, elle crève tous ces Oui, bonhommes oui, gros oui. là, Oh, il y tu a vois? tellement de choses à faire, hein. Mais oui, oui, dans un geste de rage là, elle fait son entrée et puis au lieu de lever les bras et puis de faire: «Ouh, il y a mes petits Mais là, pour bonhommes!» l'instant, c'est pas le personnage. Elle est un peu dans la désillusion, quoi. Pour elle, elle fait les choses comme il faut. Elle va tenir ce personnage de gentille Bailey jusqu'à la fin, même si elle est, enfin, jusqu'à la fin, pendant plusieurs semaines, même si, bah, elle est pas si gentille cette Bailey. Bon, affaire à suivre. On va passer au tournoi King of the Ring, si tu veux bien. C'est toujours aussi intéressant, toi qui aimes la compète. Ouais, ouais, On a ouais, moi je suis eu content de ce tournoi. On a eu deux matchs ce soir pour déterminer les demi-finalistes de SmackDown. Le premier opposait Ali à Elias. Un match que j'ai trouvé, ma foi, vraiment très bon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un match aussi solide d'Elias qui a duré plus de 10 minutes et que Ouais. Elias a gagné avec son drift away. Ali, lui, bah, il a joué le top babyface qui saute dans tous les sens comme à son accoutumée. Et de l'autre côté, l'autre match opposait Chad Gable, qui est visiblement le véritable underdog de l'histoire. Et il affrontait Andrade, qui était comme un des favoris, en tout cas un des chouchous de beaucoup de suiveurs dans ce tournoi. Mais oui. Avec Zelina Vega, bah oui, y compris pour toi, j'imagine, mon bon Chris, pardon. Mais ça s'est pas passé comme tu l'imaginais, puisque c'est Chad Gable qui a remporté avec un super sunset flip là. J'ai adoré l'espèce de, enfin, Deux un bons matchs. roll-up quoi, qui était super bon. Deux excellents matchs, deux très bons matchs, on va dire, deux très bons Ouais. matchs. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, à la fois de la prestation de chacun et puis bah, des gagnants là, qui peuvent sur les deux, enfin peut-être pas deux, mais en tout cas du côté de Chad Gable, c'est la surprise. Alors me concernant, gros étonnement, hein, gros étonnement sur l'issue de ces matchs, surtout que moi j'avais fait d'Andrade un gros favori. Je suis quand même, je te cache pas que je suis quand même assez déçu de la défaite d'Andrade, quoi. C'est sûr, ça m'a vraiment, ça m'a mis un coup, quoi. Mais comme pour le coup, on a eu deux gros matchs de catch, c'était sympa. Après, Ali me fait toujours le même effet, c'est-à-dire qu'il rentre toujours sous une pop mitigée et qu'au bout de 5 minutes de match, bah, la foule elle est au taquet avec lui, quoi. C'est marrant ce relationnel qu'il y a entre la foule et Ali, quoi. C'est vraiment un catcheur un peu atypique là-dessus, quoi. Il y a vraiment, je sais pas pourquoi, cette espèce d'apathie au début quand il rentre et puis après bah, dès qu'il se met dans le ring les gens ils disent ah ouais non mais lui il est vraiment super bon dans le ring, quoi. Donc du coup moi, je m'attendais à la victoire d'Ali et à la victoire d'Andrade et j'ai eu tout le contraire, voilà. Donc du coup demi-finale Gable Elias, qui me surprend particulièrement. Comme tu l'as dit, Gable nous est présenté comme un ultime underdog. Mais franchement, la prestation dans le ring là a été assez absolue, quoi. Et il y a eu un passage là dans le match Andrade Gable que j'ai adoré, quoi. C'est-à-dire que il y a eu Tri Amigos par Andrade, Andrade, pardon, ouais. et contré par German Suplex par Gable. C'était absolument démentiel, quoi. Ils étaient au taquet les deux et avec Zelina Vega bien adapté aussi. Moi j'ai bien aimé aussi tout le comportement de Zelina Vega pendant le combat, quoi. Et la tête qu'elle fait à la fin du match, mais c'était priceless, quoi. C'était énorme, quoi. D'ailleurs j'ai vu que la photo a été reprise un peu partout de la tête de Zelina Vega à la fin du match. Donc du coup ça nous fait quand même deux demi-finales assez inattendues. Moi, pour moi, alors c'est un avis, mais je pense que c'est un avis assez général. De toute façon, je vais dire quelque chose d'assez random. Mais pour moi, le King of the Rings, ça doit souvent être gagné par un heel. Pour le coup, trois heels qui sont dans les demi-finales. J'ai du mal à imaginer un. Enfin, la semaine dernière, j'avais quand même dit qu'il
j'envisageais peut-être une finale entre Corbin et Andrade. Bon, bah Andrade est plus là, donc voilà, une finale Corbin-Gable, ça me paraîtrait assez incroyable, mais du coup, bah, je suis assez étonné, mais je suis en train de me dire que mon favori devient Corbin, quoi, pour ce King of the Ring. Ah mais oui, mais c'est bienvenue, voilà, enfin tu retrouves la raison, évidemment. Corbin est le favori ultime depuis le début. C'est un rôle qui lui ira comme un gant. Mais même Elias, je le trouve super, quoi. À chaque fois, il va sur son trône là, avec sa petite guitare. Et puis évidemment, King Elias, King Elvis, toi, voilà, il y a ce passage de flambeau qui peut être fait entre les deux stars du rock'n'roll. Donc, on a des super heals là pour tenir la couronne. C'est vrai qu'à côté de ça, Ricochet, alors Ricochet, c'est marrant, hein, Ah, mais moi, son Twitter name là, c'est King Ricochet. King Ricochet sur Twitter. Donc moi, c'est marrant aussi. Il est aussi un passif. moi qui suis un grand fan de Ricochet, de Kikochet. Kikochet. Bah toi, on aura botché tous les deux aujourd'hui. Je t'ai appelé Ringside et tu l'as appelé Kikochet. Voilà, ça botche fort ce matin. Mais du coup, j'arrive pas à mettre une pièce sur Ricochet pour la victoire finale. Donc, et en même temps, je verrais bien Samoa Joe au King of the Ring parce que je pense que le rôle lui irait aussi très très bien à Samoa Joe, quoi. Et donc, du coup, moi, je suis assez satisfait de ce King of the Ring depuis le début, même si j'étais un petit peu dubitatif sur le line-up du côté de SmackDown. Et, j'espérais, j'espérais quand même que Kevin Owens allait aller très loin dans ce tournoi. Et pour le coup, il s'est fait sortir dès le premier tour par Elias. Mais au final, moi, je On trouve que l'aura pas vu. ouais, on l'aura quasiment pas vu. Mais je trouve que ce King of the Ring, il est plutôt pas mal géré depuis le début. Ça donne de la compète dans les deux weekly, ça nous donne des bons matchs. Donc moi, je trouve qu'il est assez satisfaisant, ce King of the Ring, depuis le début. Ah, bah d'ailleurs, il y avait Samoa Joe qui traînait un peu dans les parages pour un petit peu Ouais. jauger ses futurs adversaires et puis un petit peu aller bully, un petit peu embêter les gentils. Donc ça, c'était pas mal aussi. Il y a vraiment, il y a une belle. Ouais, c'est bien raconté, c'est bien monté, c'est bien ficelé. Tout le monde est surpris. Les principaux contenders, ceux qu'on voyait tous aller au bout, sont éliminés assez rapidement ou alors de façon surprenante. Donc, il Ouais. y a de l'intérêt à ce tournoi. J'ai Donc, beaucoup aimé l'interaction entre Samoa Joe et Gable, où quand Samoa Joe s'en va après l'avoir un peu pourri, quoi, et qui lui dit bah, bonne chance Bilbo, quoi. Bilbo Sakai. Allez, vas-y, prends ça dans la gueule. Et la tête de Gable derrière, c'était énorme. Ça m'a bien fait marrer ce passage. Ils sont énormes, mais effectivement, ce bon vieux Samoa Joe, là, faut qu'il aille, une fois qu'il sera à la retraite, faut qu'il aille au Performance Center pour apprendre aux rookies comment être un bon méchant, parce que il est parfait. On quitte le tournoi pour rejoindre Randy Orton. Randy Orton, il est là, il nous annonce qu'il sera champion WWE dans 2 semaines et qu'il va nous prouver que Kofi Kingston est une fraude. On nous remonte des grosses séquences de RKO, il a détruit tout le monde, hein, le New Day et cette grosse connerie de pouvoir là, de la positivité. Fini les jeux, vas-y Kofi, viens de battre comme un homme si tu veux. La musique de Kofi retentit. Mais Kofi ne vient pas seul, il est accompagné du Revival. Et quand tu es accompagné du Revival, eh ben, tu te fais démonter la tête, tout simplement. Il l'amène jusqu'au ring. Et Orton, donc il lui tienne la tête. Et Orton le provoque. Il l'appelle évidemment stupide en lui passant à tabac à coup de semelle. Kofi tente un petit peu il se rebiffe, hein, Kofi, il se rebiffe, mais ça ne suffit pas. Il finit étendu. On a le triple team RKO là, qui est super. Hein. C'est super ce RKO là à 3 là, avec le revival. Et à la fin, on a donc Randy Orton, qui visiblement est très sûr de lui. Est-ce qu'il va arriver au bout? Est-ce que Kofi Kingston, est-ce que c'est la fin du pouvoir de la positivité? Qu'est-ce que tu en Alors là, moi, je suis loin de penser que c'est la fin du pouvoir de la positivité, quoi, parce que moi, je garde Kofi comme favori pour Clash of Champions. Ça me paraît trop gros. Je sais pas, il y a un truc c'est bizarre. J'étais étonné de ne pas voir le New Day intervenir pendant le beatdown. Ils sont morts, ils sont démontés. Ouais, moi, je sais pas, je les attendais en fait. Je me suis dit tiens, Woods et Biggie ils vont débarquer et puis bah non, pas du tout, quoi. Et du coup, il prend cher Kofi, mais cher.
et avec un public derrière qui était en feu, quoi. Parce que voilà, pendant tout ce segment, le public est en feu. Et d'ailleurs, il faut noter quand même que Orton, quand il rentre dans la salle, au début, tu as quand même le public qui est quand même à fond dans des Randy, Randy, Randy. Et il reprend après le dessus avec ses promos pour redevenir un heel naturel, presque, j'ai envie de dire. Et du coup, non, mais ça marche bien, ça marche bien ce trio, là, Revival, Randy Orton. Là. Je trouve que c'est pas mal du tout, quoi. En plus, avoir les Revival en sidekick, c'est quand même plutôt une bonne opération pour Orton. Alors après, moi, je vais faire une petite digression, sans S. C'est que moi, il y a un truc quand même qui me chagrine beaucoup à SmackDown, c'est que par contre, la Tag Team Division a totalement disparu. Et là, ça fait plusieurs semaines maintenant que ça dure. Je crois que la semaine dernière, on en avait déjà parlé. Mais alors là, cette semaine, ça a été encore l'absence totale. Donc du coup, les Revivals sont plus du tout impliqués pour les ceintures de quelque manière que ce soit. Et ils sont voilà, en position de sidekick avec Orton. Et du coup, voilà, la division tag team elle a un peu disparu des écrans. Quoi. Ouais. Tu sais ce qu'il Alors, faudrait qu'ils fassent, c'est le New Day, ils sont morts, enfin, ils peuvent pas du coup en plus ça nourrit l'histoire avec Orton et Kofi Kingston, ils ont tellement été démolis par Orton et ses sbires qu'ils ne pourront pas défendre leur titre à Clash of Champions et du coup ils sont ouais. obligés d'abandonner le titre et du coup tu faisais un petit tournoi en parallèle avec des challengers, toi, une formule comme ils savent très bien faire pour déterminer deux contenders pour un match à Clash of Champions, ça aurait été très bien ça. Ouais, ça aurait été sympa ça, ouais, mais c'est clair, je suis étonné en fait justement de l'abandon de la division tag team parce que j'ai du mal à comprendre comment ils vont booker Clash of Champions au niveau de ces ceintures-là parce que mine de rien, Les titres sont censés être défendus, ils le disent dans la promo, mais oui, et la semaine prochaine c'est les Go Home Show déjà. Hein. Donc, Mm. si tu veux, moi, je suis assez surpris de ce traitement-là, quoi. Mais après, bon, pour revenir au segment lui-même, c'était très bon. Il y avait tout ce qu'il fallait, tous les ingrédients qu'il fallait pour un beatdown comme il fallait. Et puis, le Kofi, il prend tellement cher. Mais respect Kofi, hein, respect Kofi de te faire éclater comme ça tous les mardis là en ce moment là, c'est quand même faut en vouloir. Hein. Moi, je prends souvent cet exemple hein, à l'antenne, mais moi, j'imagine toujours les mecs dans les vestiaires avant et quand ils reçoivent leur feuille de script et que Kofi il a dit encore, mais non, mais les gars, mais vous voulez que je meure ou quoi là? C'est pas possible. Toutes les semaines, vous me faites éclater la gueule par Orton et les Revival. Va falloir que ça s'arrête à un moment ou un autre. C'est clair. Non, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement le fait qu'il se retrouve enfin seul, Kofi Kingston. C'est vrai qu'avec le New Day, il a toujours eu ses potes, ses potos, quoi, hein, qui l'ont aidé ou qui l'ont au moins soutenu. Et là, clairement, on nous raconte l'histoire. Et c'est pour ça que je suis content que justement le New Day, on ne les voit pas. Il faut qu'on aille jusqu'au pay-per-view sans avec ni Xavier Woods ni Biggie, parce qu'il faut vraiment montrer que cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est Randy Orton, donc c'est l'adversaire qui est en surnombre et comment Kofi va réussir à surmonter cet handicap, quoi. Et pour justement réussir à lui offrir encore une belle victoire là, parce qu'effectivement il faut qu'il gagne cette rivalité. Donc on est bien, on est vraiment bien là avec la suite de cette rivalité. On est un petit peu moins bien du côté d'Aleister Black là, qui est toujours en train de ruminer dans sa cave. Du coup, il en a marre d'attendre qu'on vienne le chercher. Il va directement au ring. Et n'importe qui viendra sur le ring. Et il se fera une joie de l'affronter. Sauf qu'on en fait tout un foin, tout un fromage. On se dit, voilà, on va avoir peut-être une surprise, voilà, une grosse mise en scène, roulement de tambour sur l'adversaire, sauf que non, ça se passe pendant la pub. Et au retour de la pub, on a le petit Shelton Benjamin qui est déjà sur le ring. Donc, Petit. sans tambour ni trompette, dans un match expédié en moins de 2 minutes. Donc, ça tombe totalement à la flotte, là, leur histoire d'Aleister Black. Ils ont totalement abandonné tout le mystère qu'il pouvait avoir un petit peu sur les challengers qui allaient se montrer, puisque là, Shelton Benjamin a débarqué dans l'indifférence générale, quoi. Donc, c'est assez triste le traitement Ouais, de cet angle-là. ouais, c'est un peu dommage, quoi, parce que pour le coup, il y avait moyen d'avoir un bon gros match entre Black et Benjamin, quoi. C'est quand même deux bons workers. Bon, moi, j'adore Aleister Black et je suis assez attristé en fait par son traitement depuis encore une fois plusieurs semaines, plusieurs mois. Moi, j'avoue que ça, c'est un truc qui passe pas trop bien pour moi, quoi. Mais et alors,
c'était un squash comme ça. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. En plus, bon, du coup, pour le coup, Aleister Black, on sait pas, il est pas mis dans des ceintures. Il faisait même pas partie du tournoi King of the Ring, quoi, ce qui est quand même une tristesse absolue pour moi. Je sais pas où ils vont avec lui, je sais pas ce qu'ils veulent en faire, je sais pas comment ils veulent l'amener. Ce gars, il a un côté dark aussi qui pourrait en faire un très bon heel. Je t'avoue que moi, ça m'a laissé un petit peu sans voix là, tout ce passage-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Qu'est-ce qu'ils font avec lui, quoi? Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Moi, franchement, ça, c'est un petit peu du gâchis à mon goût. Ouais, je te rejoins. Là, on est vraiment dans l'abandon, en fait. J'aime pas trop ça. C'est qu'ils abandonnent vraiment. Tu sens que ils tenaient un Ouais, truc et ça s'est délité, en fait. Parce que au début, quand ils avaient commencé ce gimmick, on était là, hein, on se moquait un peu. Le mec dans sa cave, là, qui s'énerve tout seul. En fait, c'est Zelina qui l'a enfermé dans le garage. Et puis après, après, il y a eu ce petit twist avec Cesaro. Il a fait, oh putain, gros match avec Cesaro. Le mec, ça avait la classe, toi. Tu te dis, ah, ça valait le coup. Et puis après, il y a eu cette histoire avec Sami Zayn et leur match qui a été éjecté du pay-per-view et qui a été balancé dans le Go Home Show. Tu fais bon, d'accord. Et le mec retourne dans sa cave. Et là, rebelote, quoi. Rebelote. En fait, il s'énerve à nouveau et puis ça tombe, voilà, le soufflet retombe avec. Il n'y a plus de mystère autour de cette histoire-là. Donc, on a complètement abandonné cette histoire. C'est vraiment dommage. Donc pour Aleister Black, mais bon, bah, ils ont sûrement un plan, ils trouveront quelque chose. Tu parlais de la division tag team, il y a une autre division tag team qui elle essaye de survivre dans tout ça, c'est la division tag team féminine, puisqu'on avait un match entre les championnes Bliss et Cross contre Sonya Deville et Mandy Rose. Un match remporté par donc Fire and Desire, puisque c'est leur nom d'équipe officielle. Et nous avons donc là des premières, des prétendantes au titre, puisque nous aurons un match de championnat entre les deux équipes à Clash of Champions. Ton avis sur, on va dire, la situation actuelle de ce titre à WWE? pas si mal que ça. Moi, je trouve enfin de la compète pour ce titre par équipe féminin, quoi. Donc, alors là, moi, pour le coup, je trouve Mandy Rose nul dans le ring. Mais à part son coup de genou et puis son espèce de V-trigger à la Kenny Omega, là, modifié, qu'elle a porté d'ailleurs à la fin du combat. Sorti de ça, bon, moi je suis vraiment, vraiment, vraiment pas fan de Mandy Rose dans le ring. Après, l'équipe en elle-même, Fire and Desire, est assez complémentaire. Mais je Ouais. préfère quand c'est Sonya Deville qui est dans le ring que Mandy Rose, quoi. Mandy Rose, vraiment m'insupporte, mais m'insupporte en termes de in-ring, quoi. Je la trouve vraiment mauvaise, quoi. Et, Ah ouais, faudrait qu'il joue un peu plus la carte de Mandy Rose, qui est plus là pour faire les sales coups. ouais, ouais, Toi. ouais, parce que c'est souvent Mandy Rose en fait qui est mise en avant dans le ring et Sonya Ouais. Deville prend les hot tags. Et je trouve Ouais. que c'est un peu dommage parce que je pense que ça devrait être le contraire, quoi. Je pense que Sonya Deville est vachement plus forte dans le ring. Mais, Ah ouais. mais bon, après, c'est un choix, hein. Ils veulent mettre en avant Mandy Rose pour sa plastique, etc. Et puis Corey Graves, ça arrête pas il n'en peut plus d'elle, quoi, hein, Corey Graves. Hein. Donc Carmella ne doit pas être contente d'ailleurs dans le locker room. Hein. Mais pour le coup, ouais, donc c'est bien. Écoute, il y a de la compétition. Je t'arrête tout de suite. Carmella et Corey Graves sont ensemble? Il me semble, ouais, j'avoue, j'avais lu ça, ouais, quelque part, ouais. Enfin, après, je veux pas jouer les people de service, mais il m'avait semblé. Ok, non, mais je vais enquêter, Ouais, enquête, hein, il me semblait qu'il y avait une histoire comme ça. Hein, donc voilà. Bourreau des cœurs. Voilà. Après, Alexa Bliss et Nikki Cross, elles tiennent plutôt bien les ceintures pour l'instant. Ça y est, elles ont perdu un match pour enfin nous mettre des contenders dans la balance. Je pense que c'est absolument ce qu'il faut à ce titre, parce que sinon ça n'intéresse personne. Donc voilà, donc du coup on va avoir un vrai match de championnat en pay-per-view sur sur la division par équipe féminine. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi je trouve que c'est plutôt bien, quoi. Bon, maintenant à voir la suite et puis à voir si Mandy Rose va travailler un peu au Performance Center, parce que là franchement, même si un pauvre Chris comme moi voit à tel point elle est mauvaise dans le ring, j'imagine quand même que merde, les entraîneurs au Performance Center ils disent bon, faut la faire bosser la blonde là. Allez, va me soulever tout ça. Non, mais effectivement, voilà, au moins on a effectivement un peu de compétition avec des équipes qui existent, qui sont là depuis tellement longtemps. Tu te dis, mais pourquoi ils les utilisent pas, toi? Donc là, on revient à quelque chose d'un peu logique. Et moi, je l'aime bien cette équipe, effectivement, de Mandy Rose et Devil. Il faut juste un petit peu changer la mécanique, la façon dont ils utilisent effectivement Mandy Rose pour pas trop mettre en avant les défaillances de la magnifique blonde. Tu parlais de Corey Graves.
Corey Graves, il nous en a sorti une bonne. Il nous a sorti une bonne lors d'une séquence qui mettait en scène le titre 24/7. Il y a eu 2 séquences. La première séquence, Drake Maverick était pourchassé. Il était avec sa belle épouse. Il était chassé par toute une flopée de jobbers. C'était assez drôle. Il y avait les frères Singh. Il y a eu un des luchadors là, de la Lucha House Party qui est arrivé sur un grand métallique. Ah là là, comme finaliste du tournoi Cruiserweight, hein, qui en est réduit à faire le clown sur des caisses à roulettes. Ça m'a fait marrer. Et la B-Team qui débarque et Bo Dallas qui remporte le titre. Le titre, Bo Dallas. Donc voilà, pas mal, pourquoi pas, ok, Bo Dallas. Deuxième séquence un peu plus tard, où tout ce petit monde se pourchasse. Bo Dallas perd le titre. Drake Maverick récupère son titre, qui sera récupéré par R-Truth, qui était caché derrière le trône de King of the Ring. Donc c'était assez drôle aussi. Et on est Corey Graves, je sais pas si tu as dû le remarquer peut-être. Corey Graves a fait une petite pique à un des catcheurs les plus chauds du moment, puisqu'il a dit au moment où Drake Maverick part en courant avec la ceinture, parce que vite, faut pas la perdre. Il a raconté qu'il allait sûrement se dépêcher de partir avec son épouse pour l'emmener au restaurant, monter dans une limousine et l'emmener dans un restaurant, d'une chaîne de restaurants célèbres. Et après, je sais plus comment il a dit ça, comment il a tourné ça, mais qu'il fallait pas, en espérant qu'il la perde pas ou quelque chose comme ça. Donc, il a fait une grosse pique à l'affaire du moment, l'affaire Chris Jericho. Ouais. Vous le savez sûrement, Chris Jericho a perdu le titre de champion du monde de la AEW. Bah écoute, qu'est-ce que tu as pensé de toutes ces séquences? Et puis, est-ce que toi aussi tu veux en placer une pour Chris Jericho? C'est le moment. Parce que tout le monde lui tombe dessus, donc on peut y aller. Alors moi, ça m'a fait marrer ce segment 24/7 parce qu'en fait, j'écoutais avant de regarder SmackDown, j'ai écouté la review de Raw avec nos amis Raphaël et Kyrias. Et Kyrias avait donné son top au fait qu'il n'y avait pas eu le titre 24/7 qui était apparu à Raw et que c'était très bien et que du coup, voilà, il était très content de ça. Et bam, dès le lendemain, le SmackDown, bam, on nous balance du 24/7 au taquet, quoi. Avec combien 2 ou 3 champions on a eu. On a eu Bo Dallas, on a eu R-Truth, on a eu Maverick, on a eu. Ils se sont envoyés sur tout ce segment-là. Et j'ai trouvé très très drôle le R-Truth qui était caché là sur le trône du King of the Ring là. C'était avec l'attitude qu'il a eu quand même. Mais moi, il m'éclate ce mec. Mais quand je pense que ce mec, il a mon âge, et je crois même que je suis même un tout petit chouille plus âgé que lui, je sais plus, mais ça m'éclate de voir un mec comme ça se marrer comme un gamin de 12 ans, quoi. Et vraiment, R-Truth, c'est quand même un gars. Quand il arrêtera définitivement sa carrière, je crois quand même on le regrettera parce qu'il est assez extraordinaire quand même. Il a un acting assez dément et moi vraiment il me fait marrer, quoi. Donc le titre 24/7, en toute honnêteté, ça m'intéresse pas. C'est du Benny Hill à mort. Voilà, ça n'a pas. Je peux pas dire que ça m'intéresse. Mais par contre, j'avoue que sur les weekly, c'est des tout petits segments à chaque fois et ça fait marrer, quoi. Ça fait marrer. Et pour revenir après à Corey Graves, oui, effectivement, il balance un gros pic sur l'affaire Jericho de cette semaine. C'est quand même incroyable cette histoire là de se faire piquer le titre en allant se bouffer un steak dans un grill qui est XY, tu vois, aux États-Unis. J'ai trouvé cette histoire assez folle, quoi. Et je sais pas si c'est réglé d'ailleurs depuis ou pas, mais j'ai pas suivi. Mais La police avait publié un tweet avec les flics qui tenaient la ceinture en disant: hey, Chris Jericho, on a quelque chose qui t'appartient. Et puis finalement, le tweet a été retiré et l'affaire est repassée en ouverte, quoi. C'était mis affaire réglée et finalement affaire ouverte. Donc du coup, les gens commencent à dire en fait, ils ont retrouvé une réplique du titre, c'est pas le vrai titre. Ça sent le work, hein. Ça sent le work, tout ça, non, quand même, là. Tu trouves pas? C'est assez complexe. J'aurais tendance à dire qu'à la base, c'est pas un work. Parce que, il y a quand même eu une déclaration officielle, une plainte officielle auprès de la police, toi, où tu as Chris Jericho, alias Christopher, je sais plus comment il s'appelle. Et après, c'est la victime. Voilà. Puis après, tu as toute l'histoire, toi, la victime à l'aéroport a pris un taxi, la victime allait manger un gros steak, et puis la victime a perdu la ceinture et tout. Donc tout ça te fait trop officiel pour que ça soit vraiment un work. Mais après,
tout autour. Enfin, tu as Chris Jericho, bon, il passe pour un idiot, mais je sais pas si tu as vu un petit peu toutes les vidéos qu'il a faites. Enfin, il a fait une vidéo de lui où il est dans son jacuzzi en train de boire du champagne. Et puis, bah voilà, il avoue, il fait bon, effectivement, je me suis fait, voilà, il y a un sale voleur, un bandit, quelqu'un de mauvaise personne qui a volé le titre, mais Chris Jericho, votre champion, a mis sur l'affaire, a mis les meilleurs enquêteurs, les meilleurs détectives de la planète. J'ai engagé la police scientifique, la crème de la crème. On va retrouver ce type, vous inquiétez pas. Et il est là en train de siroter du champagne dans son jacuzzi. Non, mais le catch, il n'y a que le catch pour des trucs comme ça, quoi. C'est quand même extraordinaire, quoi. T'imagines un champion du monde de boxe, qui se ferait piquer sa ceinture, et puis après qui fait un, je sais pas quoi, un truc YouTube, une vidéo YouTube dans son jacuzzi. C'est énorme. Non, mais vraiment, c'est incroyable, quoi. Le catch, les amis, c'est quelque chose quand même. Rien que pour ça, franchement, au début, tu te dis putain, c'est pas possible. En fait, Chris Jericho, voilà, il est passé pour un idiot, mais au moins il a le mérite d'essayer de de se faire quelque chose de tout ça. Et au moins, on pourra pas lui reprocher. Bon, on retourne à la WWE. Avant d'attaquer le main event qui concerne Roman Reigns et Daniel Bryan, on fait une petite parenthèse sur le championnat intercontinental. Puisque Nakamura affrontait un no-name sous les encouragements de Sami Zayn, hein, qui a fait une promo encore excitée comme il a fait la semaine dernière. Il expliquait que voilà, ce no-name allait interpréter le rôle du Miz et que du coup nous allons assister un petit peu à ce qui allait se passer à Clash of Champions. C'était une répétition générale. Effectivement, le no-name s'est fait éclater sous les hurlements hystériques de Sami Zayn. Donc on continue sur la lancée de ce qui s'est passé. Est-ce que ça va, toi, Sami Zayn, t'as pas fait perdre trop de points à ton audition avec ces hurlements? Ouais, bah écoute, je sais pas. Moi, pour l'instant, je reste circonspect sur cette alliance. Je crois qu'en fait, c'est surtout que la WWE a réglé le problème des promos pour Nakamura. Ils se sont dit, bon, bah ça marche pas, l'anglais, ça passe pas avec lui, donc il faut lui mettre un mec avec, il faut lui mettre un manager, un valet ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, c'est Sami Zayn qui hérite du rôle. Bah, le name, comme tu dis, qui était là, bah voilà, il s'en est pris plein la gueule l'espace de 2 minutes. Kinshasa, et puis bah voilà, au revoir Simone, quoi. Hein, ça a été un segment quand même assez court. Et c'est vrai que voir Sami Zayn complètement hystérique comme ça, je sais pas, moi je sais pas ce qu'en pense le peuple de catch-up, mais moi j'avoue que pour l'instant ça m'attriste un peu parce que ce gars-là, je pense qu'il a d'autres qualités. Il est bon au micro, mais il est bon dans le ring aussi et il pourrait nous montrer d'autres choses. Et je suis assez surpris, surtout que bon, si encore c'était dans l'optique de créer une équipe, par exemple. Mais moi, j'ai du mal à croire que Nakamura et Zayn vont finir en tag team. Je pense plutôt que Sami Zayn, à terme, va trahir Nakamura et qu'on va nous amener des matchs. Et moi, d'ailleurs, je l'espère parce que j'ai le souvenir encore à NXT d'un Zayn versus Nakamura qui avait été de haute volée. Donc j'espère que Zayn, à terme, va trahir Nakamura et il va s'intéresser beaucoup plus largement à la ceinture blanche, quoi, tu vois. Mais pour l'instant, ça me laisse, ouais, je sais pas, je suis un peu déçu un peu sur le traitement de Sami Zayn, quoi. Ah bon, écoute, comme tu dis, hein, peut-être qu'il est blessé, peut-être qu'il est voilà, en tout cas, on utilise son talent de talker là pour voilà, au service d'un mec qui lui ne s'est pas aligné 3 mots en anglais. Donc on résout un petit peu de problèmes en une solution, une pierre deux coups comme on dit. Oui, c'est un peu ça, ça ressemble un peu à ça, ouais. Donc pourquoi pas, je préfère quand ils font ce genre de choses que plutôt de pas voir du tout les mecs parce qu'ils savent vraiment pas quoi en faire. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner cette histoire. Mais bon, au moins on va essayer. On va essayer de sauver le soldat Nakamura. Voir ce qu'on va pouvoir faire de ce japonais là. On arrive au main event. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel Bryan veut des excuses de Roman Reigns. On en parlait la semaine dernière. Chris, tu étais un petit peu interloqué par toute cette histoire. Tu voulais savoir pourquoi. Moi, je t'avais dit, tu verras plus clair quand Daniel Bryan expliquera toutes les raisons pour lesquelles ça s'est passé. En fait, ça s'est pas du tout passé comme ça, évidemment. Daniel Bryan est droit dans ses bottes. Il explique que lui, il a pas menti. Il a été trahi. On peut pas dire qu'il est coupable par association. Hein. C'est Eric Rowan qui agit par lui-même.
peut-être que vous ne m'aimez pas, mais je ne suis pas un menteur. Il dit, je ne suis pas un menteur. Et il nous a jamais menti. Il nous a jamais menti. Et il déteste les menteurs. Personne n'est menteur, et encore moins Daniel Bryan. Donc il réclame des excuses de Roman Reigns. Et Roman Reigns arrive. Mais Roman Reigns se fait détruire par Eric Rowan, qui l'attaque, qui le balance à travers les escaliers, qui le slam sur le ring. Daniel Bryan dit arrête de faire ça. Mais Eric Rowan repousse Daniel Bryan. Donc là, on dit oh, attends, qu'est-ce qui se passe? Et il powerbomb Roman Reigns. Ça commence à s'emballer. Eric Rowan chope un micro, je crois, hein, à ce moment-là. Je ne sais plus s'il chope le micro, mais il dit qu'il a fait tout ça par lui-même, que Daniel Bryan ne peut pas le contrôler, qu'il n'est la marionnette de personne, et que Daniel Bryan lui a mis plein de claques la semaine dernière et lui dit bah vas-y, je te provoque là, vas-y, retourne, viens me remettre des claques pour voir. Grosso modo, ça va pas se passer de la même manière. Il est très fier de ce qu'il a fait à Roman Reigns. Et donc, il continue à tabasser Roman Reigns. Daniel Bryan tente de l'interrompre, hein, sauf que il met une claque, je crois, à Eric Rowan. Eric Rowan empoigne Daniel Bryan et le passe à travers la table d'annonce. On se termine donc un épisode. Alors, écoute bien, hein, on termine un épisode de SmackDown avec Eric Rowan debout, avec à ses pieds, étendu, détruit, Roman Reigns et Daniel Bryan. Incroyable. On est en septembre 2019 et Eric Rowan a détruit le top heel et le top face de la WWE dans main event de SmackDown. Démentiel. Non mais alors là, franchement, ce main event, mais j'ai trouvé ça, enfin si on peut appeler ça un main event, mais alors déjà le public, encore une fois, quoi, qui a été assez étrange parce que il y avait beaucoup de chants Daniel Bryan, beaucoup de yes, 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 beaucoup de yesing, quoi. Et franchement, c'est historique ce qui s'est passé là, les amis là. Eric Rowan, jamais il a autant parlé à la WWE à un micro, quoi. Jamais il a eu une promo. Il parle bien, non? Hein? Il parlait bien, j'ai trouvé en plus. Non, mais il a fait une promo qui était pas si mal que ça. Moi, j'ai trouvé, quoi. Je l'ai trouvé pas mauvais, le Eric Rowan, quoi. C'est pas génialissime, c'est pas du The Rock, c'est pas du Daniel Bryan, mais c'était tellement déjà étonnant de le voir parler autant. Oh, il parle. Il parle. Une langue, il a des cordes vocales, le Eric Rowan, quoi. Et puis surtout, il est présenté comme un destructeur absolu, quoi. Parce qu'il casse la gueule à Roman Reigns. Et Roman Reigns n'a rien fait pendant tout le beatdown. Il s'est vraiment fait démonter. Ouais. Ah ouais, mais complètement démolir le Roman Reigns, quoi. Et vraiment, alors là, je m'attendais à ce qu'il y ait de la bise-bise entre Daniel Bryan et Rowan. Mais de là à ce que Rowan passe à travers la table des commentateurs américains, le Daniel Bryan, j'en revenais pas, quoi. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible, quoi. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on va dire un truc incroyable, mesdames et messieurs, à catch-up, mais Eric Rowan vient de recevoir un push, mais monumental de la part de la WWE, quoi. C'est-à-dire que qui aurait dit il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois en arrière que Eric Rowan allait démonter le top heel et le top face du show bleu, quoi. Personne. Un truc pareil, quoi. C'est totalement incroyable. Alors après, moi, tu vas peut-être pouvoir me répondre, mais il y a un truc que je pige pas trop là-dedans, c'est que Clash of Champions, c'est censé être un pay-per-view où toutes les ceintures sont remises en jeu. Mais pour le coup, ils ont booké un match Rowan versus Reigns à Clash of Champions. Et apparemment, Bryan n'est pas impliqué. Donc je pige pas trop en fait qu'est-ce qu'ils veulent faire par rapport à ce match. Alors déjà, le match était annoncé avant ce segment final. Donc on peut imaginer que éventuellement ils le modifient, toi. Même a priori, je pense qu'ils vont continuer là-dessus. C'est assez étonnant parce que du coup, je saurais pas te dire ce que je vais pronostiquer, toi. Ouais. Au début du show, quand ils ont annoncé le match, je fais OK, petite victoire tranquille de Roman Reigns sur le laquais de Daniel Bryan. Et en fait, à la fin du show, j'étais là, je vais peut-être mettre mes billes sur Eric Rowan quand même. Donc je sais pas trop ce qui va se passer à Clash of Champions. Effectivement, bon voilà, Clash of Champions, c'est un pay-per-view où on défend toutes les ceintures, mais visiblement c'est pas exclusif. On peut aussi avoir des matchs de 5 minutes sans enjeu, visiblement. Enfin, sans enjeu de ceinture, quoi.
Donc effectivement, ça fait un peu étrange sur la carte. T'as l'impression que c'est un match qui va être en kick-off. Mais effectivement, là, du coup, ce match, je suis impatient de le voir, toi. Du coup, c'est assez étrange. Et un match avec Eric Rowan en solo, je suis impatient de le voir parce que clairement, là, on est rentré dans une dimension parallèle de fou, quoi. Enfin, vraiment, comme tu dis, un push de Eric Rowan à WWE en 2019. Enfin, qu'est-ce qui se passe, toi? C'est incroyable, hein. Enfin, vraiment, s'il y avait un truc sur lequel j'aurais pas parié, c'était bien un push pareil pour Eric Rowan, quoi. Et qui a été, enfin moi en tout cas je l'ai perçu comme ça, qui a été crédible sur ce segment de la fin du show, Ouais, qui a été vraiment, crédible, le quoi. Je veux dire, mec. on disait, ouais, ok, il est détruit et puis il fait pas, il porte une powerbomb sur le poteau là, mais c'était pas une powerbomb pour rigoler, quoi. C'était vraiment du méga sérieux, quoi. Et quand il commence à tout démolir sur la table des commentateurs pour préparer le dernier move là, je me dis, mais si ça va au bout, mais c'est un truc de fou. Alors, la question qui se pose à tous maintenant, c'est est-ce que Daniel Bryan est en train de s'orienter tout doucement vers un retour vers le face turn, quoi, tu vois? C'est est-ce que Daniel Bryan va devenir un allié de Roman Reigns? Est-ce que tu vois, il y a encore une fois là-dessus, ils sont quand même assez doués à la WWE pour mettre Ouais. plusieurs pistes. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Du mal à imaginer qu'ils vont se passer de cette incroyable affiche Bryan versus Reigns quand même, Ouais, qui avait l'air de se mettre en place, tu vois. Tout d'un coup, parce qu'on veut, on push Eric Rowan. Alors attention, on push Eric Rowan un soir à SmackDown on crée un petit peu la grosse surprise parce qu'il y a un match contre Roman Reigns qui arrive dans 10 jours. Peut-être qu'on s'excite un peu et que finalement c'est juste histoire d'avoir vraiment de pousser voilà le contender, enfin l'adversaire de Roman Reigns pour après repasser sur ce qui semblait être le programme le plus enclin à faire rentrer les dollars, à savoir Roman Reigns versus Daniel Bryan. J'ai du mal à me dire qu'on va se passer de cette histoire-là parce qu'au passage Bryan va passer face. Je pense pas. ouais. Enfin, en tout cas, moi, je verrais pas vraiment l'intérêt de se passer de cette affiche, de faire en plus tourner face un Daniel Bryan qui a fait un énorme boulot pour se faire détester par tout le monde. J'aurais Ouais, tendance à imaginer plus Eric Rowan marquer un gros coup là, en détruisant les deux assez rapidement et peut-être passer sur autre chose, toi, sur un autre programme et laisser les deux autres régler leurs affaires. Parce que Reigns versus Bryan, ça reste moi, pas le endgame, mais la grosse affiche, quoi. moi, je vais faire du fantasy booking, mais moi, en fait, ce que j'aurais aimé, je t'avouerais, c'est qu'à la rigueur, sur un truc comme ça aurait été tout d'un coup qu'une musique se déclenche et qu'on aurait eu Luke Harper qui aurait débarqué. J'aurais adoré ça, quoi. Qui vienne, que Luke Harper débarque pour venir filer un coup de main à Rowan en disant ouais, non, mais moi, j'avais disparu, mais là, j'ai vu un peu toutes les misères qu'ils font là. Moi, je vais venir les défoncer, Bryan et Reigns, avec toi là. Moi, ça m'aurait bien plu parce que Luke Harper, il me manque. Ouais, mais tu sais ce qu'il attends, il est toujours en contrat, c'est ça, mais il est à la niche, c'est ça? Non, il est contrat WWE, mais les mecs, ils font chier parce que Ah ouais, non, mais il il veut est carrément à partir, la mais il veut cave, pas le hein, laisser pas. de toute façon. Hein. Ouais, il veut pas le laisser partir. Le mec était blessé, du coup, ils ont ils ont repoussé la date de fin de son contrat, je crois, pour plusieurs mois. Ah, c'est ça. Et en fait, il est Moi, payé chez Warner Foot, quoi. Ouais, je verrais plus un truc genre ils vont balancer Harper dans les pattes de Rowan et Rowan va démonter Harper et Ouais, Harper quittera la WWE. malheureusement, ouais, je crois qu'Harper, on le reverra jamais sur un ring de la WWE. Donc, Ou alors une fois dans un match contre Rowan pour toi le donner à ouais, manger, quoi. peut-être, ouais. Mais moi, malheureusement, je pense que la carrière WWE de Luke Harper est terminée et je le déplore. Nous le déplorons tous. Bon, bah c'est comme ça que se termine de façon assez surprenante cet épisode de SmackDown. Mon bon Chris, c'est l'heure du mot de la fin. Est-ce que tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Yep. Alors, Ah, mon flop, alors, je vais le donner qu'est-ce au que t'as traitement. kiffé? Je vais commencer par mon flop et mon flop, je vais le donner au traitement d'Aleister Black. Parce que moi, j'adore Aleister Black. C'est un gars que j'ai suivi un peu en Europe avant qu'il arrive aux États-Unis, etc. Je l'ai vu dans des matchs. Je l'ai vu en live, en fait, face à Tristan Archer.
C'est vraiment, enfin vraiment, c'est un type assez incroyable, Aleister Black, et je suis vraiment qui maîtrise parfaitement l'anglais, je veux dire, qui a toutes les qualités pour nous faire un run extraordinaire à la WWE, et qui a été super bien utilisé à NXT, et puis qui malheureusement vit le syndrome du passage NXT main roster, et qui donc du coup alors, c'est bizarre que je dise ça, parce que quelque part il a un match, il a du temps d'antenne, et en plus il gagne. Mais bon, moi j'aime pas le traitement de son personnage à l'heure actuelle, et vraiment ça m'a vraiment beaucoup déçu. Et là, voilà, j'étais vraiment en mode mais qu'est-ce qu'ils font avec Alistair là, cette semaine là. Et donc du coup, voilà, je donne mon flop à ça, parce que ça, c'est vraiment un truc qui me déçoit, et j'attends beaucoup plus avec Alistair Black. Voilà un mec par exemple totalement crédible, que j'aurais poussé vers la ceinture blanche, par exemple. Ouais. J'adorerais avoir des Aleister Black versus Nakamura. Moi, ça m'irait totalement, ce genre de confrontation. Bon, malheureusement, c'est pas le cas. Il a le traitement qu'il a, et il faut faire avec. Donc, c'est mon flop. Mon top, alors là, si on m'avait dit ça à Catch-Up un jour, j'aurais pas cru. Attention, mesdames et messieurs, ouvrez grand vos oreilles, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Voilà, arrêtez-vous sur le bas-côté, descendez de la prochaine station de métro. Chris, Stoppez tout, les amis. Roulement de tambour. le top de Chris. Eric Rowan. Eric Rowan, mais incroyable. Voilà, je le redis. Déjà, il parle. Je ne pensais pas qu'il parlait, Eric Rowan. Et tout ce qu'il a fait pendant ce segment de la fin, là, toute sa destruction on répète quand même, il a détruit Roman Reigns et Daniel Bryan. Je veux dire, il n'a pas détruit des mecs, des randoms, quoi. Il n'a pas détruit, je sais pas qui, j'ai même pas d'exemple à donner particulier, mais il n'a pas détruit Kurt Hawkins ou je ne sais pas qui. Non. Le mec, il a défoncé Daniel Bryan et Roman Reigns, et en plus il s'est permis une promo de ouf, quoi. En plus, on l'a pas dit là tout à l'heure, mais il l'a pris 2 fois le micro, hein. C'est non seulement il nous a fait une grosse promo au départ, mais il a rechopé le micro après pour redire non mais moi je vais tous vous défoncer, voilà quoi, moi je me laisserai pas faire comme ça. Et enfin vraiment, j'en revenais pas, j'étais sidéré, quoi. J'étais là devant mon écran et je me disais mais on est bien en train de parler d'Eric Rowan. C'était fou. Voilà, c'était fou. Je pense que c'est le truc le plus dingue que j'ai vu à SmackDown depuis pas mal de temps là. Voilà, vraiment un truc totalement inattendu. Et ça, le show bleu, souvent ils savent faire, quoi. Donc voilà. Bravo à la WWE pour avoir été capable de nous avoir mis le grand rouquin destructeur dans une affaire pareille, quoi. Donc voilà, mon top va à Eric Rowan. Si. Et puis ma note, du coup, c'était pas mal parce que le match contre The Ring était excellent. La relance de la Tag Team Division féminine, voilà. Globalement, j'ai trouvé cet épisode plutôt sympa, et j'ai aucun fast forward. J'ai regardé ça de la première à la dernière minute, totalement emballé. Voilà, hormis peut-être, pour moi, les 2 trucs les plus faibles, c'est Aleister Black et puis le titre intercontinental. Mais du coup, je vais quand même lui mettre un 3,75 à ce SmackDown. Écoute, c'est très simple. J'ai tout comme toi. Mon flop aussi va à Aleister Black, parce que quand j'ai vu l'écran pub, le retour pub, et puis Shelton Benjamin qui était là sur le ring, qui arrivait comme ça, là, genre, enfin, il y a même plus, ils nous ont même pas fait la surprise, le roulement de tambour avec le mec qui apparaît sous le Titantron, alors que c'était ça le mystère, quoi. Donc, je dis, c'est un flop, quoi. C'était vraiment la grosse déception. Bon, mon vrai top va à Eric Rowan, comme toi, c'est incroyable. Je mettrais juste en second top les 2 matchs de King of the Ring qui ont été incroyables, franchement, de la vraie compète, c'était vraiment super. Et Elias qui nous a sorti probablement son meilleur match depuis qu'il est monté au main roster. Donc je trouvais que c'est super. Et puis ma note, c'est la même, 3,75. On est vraiment dans un SmackDown très très solide, quoi. On est raccord grave, mon IRM aujourd'hui, hein. Ouais, écoute. Peut-être qu'on botch, mais au moins on botch ensemble. Et ça, c'est bon. En tag team. C'est bon. En tag team, voilà. La tag team 3,75. Bon, écoute, mon bon Chris, il est l'heure de nous quitter. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre toutes les semaines, et même plusieurs fois par semaine, puisque Catch Up, c'est votre podcast qui résume les shows de la WWE. Raw et SmackDown, mais également les pay-per-view de la AEW aussi un petit peu. Il y a des choses qui sont censées arriver. Je sais que Giscal a été mis sous pression par Raphaël, qui a balancé à l'antenne que Giscal nous préparait une review à sa sauce de la AEW. Donc, j'en rajoute une couche. Giscal, on attend ta review critique
de All Out. Vous pouvez nous suivre sur iTunes, PodCloud, Spotify, et j'en oublie sûrement des vertes et des pas mûres, et sur YouTube, les réseaux sociaux Catch-Up CDC et le Discord. Le lien vers le Discord est dans la description. Quelque chose à ajouter, mon bon Chris, avant qu'on se quitte? N'oubliez pas d'activer la cloche sur YouTube, les amis, quoi, si vous voulez des notifications immédiates de nos reviews fantastiques. Voilà, et après, est-ce que la semaine prochaine, c'est les Go Home Show? Et moi, je suis étonné à chaque fois. Je me dis à la vitesse à laquelle ça va, quoi. On est à peine sorti d'un truc, bam, on réattaque sur un nouveau truc. Et je voulais juste rebondir sur ton histoire de Giscal, parce que moi, j'attends avec impatience la review de Giscal sur All Out. Et je tiens à dire qu'il y aura certainement une contre-attaque. Il me semble qu'il y a des avis largement divergents au sein de l'équipe de Catch-Up sur ce qui concerne la AEW. Effectivement, voilà. Comme vous pouvez le voir, nous sommes parfois d'accord, comme ce soir sur SmackDown, Chris et moi-même sommes particulièrement d'accord, mais il y a des sujets qui divisent au sein de Catch-Up, et Oui. le sujet qui divise le plus à l'heure actuelle, c'est la fédération créée par Cody et ses amis. Donc, moi, je suis comme vous, hein, les auditeurs et les auditrices, je suis aussi impatient que vous d'écouter ce que Giscal, Chris et Ringside ont à dire sur ce dernier pay-per-view offert par la AEW et leur champion qui perd sa ceinture en allant bouffer des steaks. Allez, c'est l'heure de vous quitter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut Yerem, salut peuple de catcheurs. Je vais fermer la porte et j'arrive. Elle n'arrête pas de claquer depuis tout à l'heure, ça me rend fou.